Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Reprenez les amis avec moi. nous voilà réunis pour ce 3e épisode où nous allons donc maintenant évoquer dans la joie et la bonne humeur la préparation à la petite trotte à Léon. Le meilleur moment. Le meilleur moment, parce que finalement, le meilleur et le plus dur, ça reste la préparation. Et comme tu nous le disais hier soir, la réalisation concrète, c'est la cerise sur le gâteau. C'est jouer avec le Lego. Alors Thomas, ouais. Tu es breton. C'est ça. J'essaie de ne pas dire de bêtises, je me concentre. Thomas, tu es breton. Alors justement, mais il n'y a pas de point. Il n'y a que ça en fait. Thomas, tu es breton et tu veux faire une course à la montagne. Quand on est breton habitant à Pornic, ouais. Malgré de très belles expériences en montagne, etc., comment on se prépare, pour reprendre la terminologie de Steph, comment on se prépare à ce niveau d'exigence, à ce niveau de contrainte que la PTL va te proposer. Ouais. Alors à savoir en plus que Pornic et la Loire-Atlantique, c'est le département le plus plat de France. Le point culminant. C'est bien. C'est donc, bien. J'ai pas du tout de dénivelé à portée de main. Chez moi, je peux faire 1 heure de route, je n'ai pas de dénivelé. T'as pas d'étage dans ta maison? Non, c'est du plein pied. Ah bah d'accord, donc t'étais bien barré. On peut quand même, parce que ça, on a oublié de le dire dans l'épisode numéro 3. On est dans le 3. Là. Dans le 2, que tu termines le Thor, il y a eu une annonce de fait. C'est-à-dire que ça, on n'en a pas parlé de cette anecdote quand même. La manière dont je t'annonce que tu pourrais éventuellement, que j'aurais quelque chose à te proposer. Tu peux aussi partir de là. Tu peux partir de cette genèse finalement de... Ouais. Tu avais cette expérience du Thor et donc finalement cette expérience gagnée et tu étais un petit peu plus riche de cette expérience du Thor. Et quand Stéphane t'a contacté pour te dire avec Renaud, on veut faire la PTL, que dirais-tu d'être le 3e? Qu'est-ce qui s'est passé là-haut? Oh putain, pétage de plomb quoi. J'ai pleuré, je suis allé vomir dans les toilettes. Alors pour l'anecdote et pour revenir dessus, en fait, effectivement, je fais le Thor, donc Steph qui m'accompagne depuis un petit moment dans le coaching, venait aux nouvelles de temps en temps. Et c'est vrai que ce Thor s'est très bien passé, mieux que ce que je pensais et j'espérais. Et c'est vrai que l'ambition au fil de la course a changé. Et ce que j'avais pas envisagé au début, mais je suis parti sur l'idée je dis à Steph, écoute, je pense que je peux rentrer au moins dans les 100 premiers du Thor. Et Steph, comme un petit challenge, me dit, écoute, si tu rentres dans les 100 premiers, j'ai une surprise pour toi à l'arrivée. Bon, en soi, c'est pas ça qui m'a motivé à faire dans les 100 premiers, hein, j'avais ma propre raison de le faire, mais effectivement, Steph, le lendemain matin, pour le petit débrief après la course, je crois que j'avais dormi 2 heures, mais bon, peu importe, me dit, écoute, maintenant que tu as fait l'objectif que tu t'es donné, est-ce que tu veux rejoindre l'équipe pour la PTL? Et ça s'est fait comme ça. Donc effectivement, dans ma tête, il y avait un côté où je passe à la ligne du Thor, je me dis plus jamais 300 bornes. Et 2 heures après, je repars à m'engager sur une PTL avec Steph. Donc Renaud. Ça, c'était on parle de la PTL 2024. Donc 2024, on parle du Thor 2023. Exactement. D'accord. C'est exactement ça. Donc voilà comment en 48 heures tu passes la ligne d'arrivée d'un Thor des géants et tu t'embarques avec deux Lascar sur une PTL. Voilà. Et comment tu te prépares à ça justement? Et comme je te disais, habitant une région avec très peu de dénivelé, et là on reprend vraiment la méthodologie team.bar et ce qu'on fait avec Steph. Un hiver à travailler et à façonner le corps de toute façon avec du renforcement musculaire à bloc, de la PPG, enfin voilà. Là-dessus, ça a été axé sur une grosse partie de l'hiver uniquement là-dessus, puisque de toute façon, avant de s'engager là-dessus, il faut un corps qui tienne la route. Après, ça a été beaucoup de stages qu'on a fait ensemble, des rassemblements qu'on a pu faire. Donc moi, je suis venu à Sapois ici à plusieurs reprises, 3-4 fois. Des fois tout seul avec Steph juste pour m'entraîner, parfois avec Renaud où on a pu faire c'était je crois au mois d'avril un stage. On l'avait matérialisé ça on avait bien, c'est-à-dire que on a isolé les compétences nécessaires à chacun d'entre nous, pour un Breton, pour un Lyonnais très pris dans sa vie de famille, etc., et pour quelqu'un qui a beaucoup plus de facilité de pouvoir se préparer, entre guillemets. Mais on peut dire ce que l'on veut, comme pour Thomas, comme pour Renaud, il est nécessaire d'avoir des caractéristiques de son corps très précises à un minima. On ne veut pas dire de niveau extraordinaire, mais ce véhicule, ce corps, doit avoir des caractéristiques assez précises et à un certain niveau dans ces différentes caractéristiques qui vont lui permettre de pouvoir réaliser cet effort. Donc, on les a isolés
et on est parti au boulot avec les moyens du bord. Donc effectivement, ça a nécessité que Thomas puisse venir plusieurs fois ici. Renaud est beaucoup plus accessible avec la montagne, beaucoup plus accessible avec les Monts du Lyonnais. Avec les Monts du Lyonnais, et il cumulait des week-ends du côté de Beaufort en hiver. Il avait ce travail de fond, mais on avait aussi, parce que ne pas oublier que c'est pas le jour de l'événement qu'on se retrouve tous les trois à faire toute cette stratégie de cette équipe que l'on a construite, etc., etc. Donc, on avait aussi ciblé 2 événements. Un au mois d'avril, assez compliqué d'aller en montagne. Si c'était pour aller en montagne, il fallait des compétences techniques que Thomas n'avait pas. On l'a constaté ce matin. Thomas n'est pas forcément un skieur de randonnée, mais c'est pas dans son ADN, c'est pas dans sa culture. On n'allait pas aller partir avec un débutant en montagne 3 jours pour faire, comment on pourrait dire, de la cohésion d'équipe. On n'avait pas besoin de faire la cohésion, mais pour faire vite vivre ce qu'on avait envie de créer, cette 4e personne quelque part sur la PTL. Donc, on l'a fait ici, sur des parcours quand même un petit peu engagés, qui permettaient aussi de se retrouver dans une situation où il allait nous arriver des choses, où on allait déjà mettre en place ce microcosme qui fonctionne ensemble, que les uns font attention aux autres, et que pas que pendant les épreuves, parce qu'on a passé 3 jours ensemble. Effectivement, le 2e jour, moi je tombe malade, donc ils ont commencé à évoluer tout seuls. C'est là où l'équipe s'est créée. C'est créé, c'est vraiment une création d'équipe, voire même, et ça c'était plutôt bien que je tombe malade quelque part entre guillemets, c'est que je pourrais, et par mon naturel et par mon position par rapport à Thomas et Renaud, peut-être prendre le leadership assez rapidement sur l'ensemble du groupe. C'est mon nature, c'est etc. Et là, le fait qu'au bout d'une première montée, je suis HS complet, donc je reviens à la maison, je suis cuit. Ils ont passé l'entièreté de la journée. Ils ne se connaissent assez peu. Ça s'est finalement très bien passé, cette histoire. Est-ce que ça vous a permis de créer des liens alors? On a de vous cerner un petit peu plus. Bien sûr. Alors déjà, on a passé du temps ensemble, et puis on a partagé. C'était quand même une journée costaud qu'on avait vécue là. Je sais plus 6 heures dans la côte derrière, la tranche de ouais. Donc quand tu as passé 6 heures avec un collègue là-dedans, effectivement, ça crée des liens. Ça crée des liens. Tu l'as bien vu ce matin, déjà 2h30 à faire une activité qu'on maîtrise pas. Tout de suite, ça crée quelque chose. On est un peu dans la même galère ensemble. Donc, il y a une amitié qui se crée à ce moment-là. C'est assez bien tombé, finalement, cette situation. On avait vécu ensemble 3. Cette journée, le lendemain, il y a eu ça. Et ça, c'était un premier approche qui, finalement, et surtout, on vivait ensemble. C'est-à-dire, il y avait, et je pense que c'est aussi un élément important. Il faut pas non plus négliger l'aspect vie à bord et vie extra-avancement, même si la proportion d'avancement sur le sentier est énorme, mais il faut pas oublier que pendant qu'on avance, on fait aussi la vie quotidienne. Il se passe tout un tas de choses qui n'est pas juste avancer son corps sur un sentier. Et quand on s'arrête le midi, des fois que 3 quarts d'heure, une demi-heure, et quand on s'arrête le soir, des fois que 2 heures dans un refuge, il doit se passer des choses. Donc, on a lié aussi cette facilité à sentir qu'il y en a un qui prend facilement les devants sur il est branché repas, il a un contact facile, il va chercher les repas, il revient. Il y en a un autre qui prend plus de temps pour faire on voit bien qu'il a besoin de prendre plus de temps pour correctement défaire son sac. Il y en a pour qui c'est pas important. Enfin, et c'est des petits détails de la vie quotidienne qui sont beaucoup plus importantes que celles suffisamment d'avoir un corps capable de pouvoir la PTL. Ça ne suffit pas, ça c'est clair. Et donc, assez rapidement, ces moments nous ont permis de savoir qui était qui, de connaître davantage nos points forts et nos points faibles, les choses qui vont agacer chez l'autre, et puis assez rapidement on en rit. C'est-à-dire que assez rapidement on a aussi créé un climat un petit peu de vestiaire. Ce climat de vestiaire où on rigole facilement de ses qualités, on rigole très facilement de ses défauts, on rigole soi-même de ses défauts, et c'est surtout là-dessus parce que dans ce genre d'épreuve, ils s'accentuent, ils se rendent encore plus marquants, et surtout au niveau réceptif des 2 autres. Alors c'est encore plus violent que quand on est reposé, que quand on mange à sa faim, que quand on n'est pas fatigué, que quand on a suffisamment de sommeil. Les éventuels défauts d'une autre personne, d'une tierce personne, tout ami qu'il soit, passe mieux. Là, ça peut rapidement. Donc, il fallait aussi rapidement, et on a construit ça aussi, avoir rapidement la capacité de retourner à la dérision une critique, et puis on se chambrait facilement sur nos qualités et nos défauts, qui en a fait peut-être une certaine force. Enfin, en tout cas, qui évite de plonger un groupe à faire des 2 contre 1 et puis que ça s'envenime et que ça parte. Rapidement, celui à qui ça arrive rit de son défaut que les 2 autres pourraient faire remarquer et inversement. Et ça, on l'a créé aussi pendant ces moments-là. En fait, je pense que tu vois, pour revenir sur la préparation,
il y a 3 axes. Il y a le premier hivernal où là on se façonne, donc on a dit un corps apte à vivre ce qu'on va vivre toute l'année. Il y a l'équipe, parce que ça c'est un axe de travail, c'est-à-dire le vivre ensemble, être ensemble dans la difficulté, être ensemble en dehors, créer du lien, etc. Comme Steph vient de l'expliquer. Tu vois, tu as ces 2 axes-là, et puis après, le troisième, c'est chacun de son côté, puisqu'on peut pas être tout le temps ensemble, forcément, hein, à Lyon, hein, dans les Vosges et en Bretagne, et chacun travaille après les points qu'il a à travailler lui-même spécifiquement pour préparer la PTL. Steph, c'est vrai, a quand même cet avantage d'avoir à portée de main un terrain de jeu qui est magnifique. Moi, je l'ai pas. Hein, comme on l'a évoqué. Donc du coup, Renaud, lui, a plutôt été axé sur des types d'aventures. Il essayait de faire une aventure par mois que Steph lui avait concocté. Moi, j'étais plutôt parti dans l'idée, ok, on avait vu avec Steph, j'arrête de courir. Je cours beaucoup moins parce qu'une PTL, comme on l'a vu, ça se court pas. Par contre, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire beaucoup de rando, beaucoup de dénivelé. J'en ai pas chez moi, donc je suis parti 2 fois en Corse, sac à dos, 3 jours, j'enquillais 120 bornes en 3 jours avec mon sac à dos. Crapahuter. J'arrêtais pas de leur dire, on n'est plus là pour courir ou faire du trail, on est là pour crapahuter. C'est ça. C'est ça. Et donc du coup, j'ai essayé de multiplier les petits séjours de 2-3 jours. La Corse, c'est quand même un super spot. Hein. Effectivement, tu as de la montagne, tu as de la technicité, tu as de quoi jouer. Après, ça a été sur des stages qu'on a fait ensemble parce que il y avait la cohésion et l'entraînement. J'ai essayé de multiplier ce genre de choses pour vivre l'aventure, pour continuer à me préparer. Avoir la carapace. Exactement. Oui, c'est ce que j'allais vous demander, parce que finalement, là, de ce que vous décrivez, il y a le côté, pour reprendre encore une fois ta terminologie, développer le véhicule, renforcer la carrosserie, renforcer le châssis, développer l'envie profonde du pilote, mais aussi, un petit peu comme on dirait pour le Tour de France, quand on dit de certaines étapes qu'elles ne permettent pas de gagner le Tour, mais c'est sur ces étapes-là qu'on va le perdre. La vie quotidienne est un bon exemple. Exactement. Donc c'est sur ces petits détails-là qui peuvent faire exploser un groupe parce que l'un va avoir une susceptibilité exacerbée par la fatigue et la difficulté et là qui va faire partir en éclats finalement les bonnes intentions de faire une belle balade avec des beaux paysages et tout. Et ça ne suffit pas. Qu'est-ce qui permet à la fois de se dire avec cette compétence ou ces compétences-là, on peut passer la ligne d'arrivée, mais si on n'a pas celle-là, ça nous précipite rapidement vers un abandon sûr et certain. Moi, clairement, c'était la vie à bord, ce que je leur dis tout le temps, la vie à bord et la vie quand on s'arrête de courir primera sur le sujet qui est le physique. Nous avions clairement, et on en parle tout à fait parce qu'on est très clair, hein, tous les trois ensemble, Renault pouvait avoir une capacité de véhicule légèrement moindre que nous deux. Mais que finalement, si on était beaucoup plus à l'aise sur ce genre de choses, de la vie à bord, etc., et de la force de cette raison personnelle qui est la force de ce groupe, on allait beaucoup plus facilement gommer légèrement. Et que de toute façon, dans ce genre d'épreuve, il n'y a pas de malin. Au bout de 2, 3, 4 jours, finalement, tout se nivelle et que c'est peut-être ce véhicule ou ce corps très aiguisé dans le domaine de l'avancement, de la marche, de tout ça, peut assez rapidement se dégrader. Par contre, et puis d'être finalement très proche ou assez peu, guère plus haut que celui pour lequel au départ il était très haut. Et c'est exactement là-dessus que je savais pertinemment que c'est comme ça que ça allait se passer. Ça s'est pas passé comme ça pour d'autres raisons, et on va en discuter plus tard. Mais par contre, le fait d'avoir cette vie à bord allait forcément garder ce lien. Et ça, par contre, ça allait pas bouger de toute la course. Et pour moi, ça c'est l'élément clé par rapport aux deux autres. Ça, c'est sûr. Et sur la prépa, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais, on a beaucoup échangé, hein, tout le temps ensemble, bien entendu. Le fait d'être une équipe, on avait toujours envie aussi de monter les curseurs un peu plus haut parce qu'on n'avait pas envie de pénaliser les autres. On a joué dans le challenge entre nous. Exactement, c'est-à-dire que moi je me disais, voilà, on avait chacun nos points forts en réalité. Moi je me disais, ok, je veux pas pénaliser les autres, j'ai pas de montagne chez moi cette année, faut que j'aille faire du dénivelé, faut que j'aille vraiment faire de la montagne, faut que j'aille crapahuter, donc j'ai fait en sorte d'aller faire ça parce que je voulais pas être moins bon que les autres là-dessus, je veux pas pénaliser l'équipe. Renaud, de son côté, lui, manquait peut-être d'expérience sur de l'aventure en long, il a fait que des gros trucs. Il a voulu jouer là-dessus, justement, pour ne pas pénaliser l'équipe, et ainsi de suite. Et donc, il y avait une fierté entre nous, quand on voyait Renaud qui fait son 400 km, il donne une conférence à Zurich,
en mois de mars, avril, enfin un temps vraiment mars, je dirais, je me souviens plus, mais vraiment, il part de Zurich, il vient de donner une conférence devant 250-300 personnes d'un certain niveau, on va dire, dans une conférence incroyable à Zurich, et 1 heure après avoir passé les petits fours et la petite coupe, il se retrouve sur son vélo, 4 sacoches, alors qu'il était adulé par 250 personnes qui disaient bravo monsieur, c'est magnifique ce que vous faites. Et là, sous la flotte, 400 km, froid de canard, sur son vélo pour revenir jusque Lyon. Et ça, Renaud, presque à cette force, à son âge, avec ses contraintes quotidiennes, est-ce que nous, personnellement, il était plus fort que nous là-dessus. Il avait cette volonté, cette capacité de nourrir son corps. Il avait un niveau de cause noble personnel il avait un budget énorme accordé à son corps pour lui faire des choses extraordinaires au quotidien, enfin au moins une fois par mois. Et ça, par exemple, et il était fier de nous le partager, et c'était classe. Même pour nous, on disait, waouh, vache, est-ce qu'on aurait été capable que ça de but en blanc après Et ça, c'était vraiment chouette. Donc, comme quoi, chacun a été joué sur ces domaines pour dire, je fais ça pour moi, et les autres me tirent, je me sens redevable, et puis on se challengeait, et du coup, on était toujours dans cet état d'esprit. C'était très intéressant, ça, la prépa, justement, à 3. Même de pas le faire ensemble, mais chacun de son côté, on s'est tiré vers le haut, tous les 3. Sur la prépa. À quel moment on commence à sentir que ça y est, on y est, et que toute cette phase un petit peu, entre guillemets, de fantasme et de préparation, ça devient réel, et que il va falloir y aller. Dans les Alpes, la sortie de 3 jours dans les Alpes, quand même. Alors, ça a été le premier événement qui fait qu'on sent qu'on se rapproche vraiment. On était déjà dedans, quand même. On était dedans, clairement. Personnellement, moi, si la prépa, elle peut durer le plus longtemps possible, déjà, c'est une période que j'aime, que j'ai appris à aimer, la préparation, parce que je me rends compte que c'est là où on partage plein de choses, etc. Et je pense que d'ailleurs, dans notre sport, il faut aimer la préparation, parce que c'est pas le genre de l'événement qu'on prend le plaisir, de toute façon. Mais je pense que jusqu'à ce qu'on soit vraiment à Cham, les jours avant le départ de la PTL, je reste dans ma bulle faut que je me prépare, j'ai encore du temps, alors soit en optimisant, en allant faire du dénivelé, en crapahutant. Le matériel, bien sûr, optimiser le matériel, ou la récup. Parce que aussi, les jours d'avant, je me dis, il faut que j'essaye d'accumuler un maximum de sommeil, parce que pendant 6 jours, je vais pas dormir beaucoup. Enfin, tout ça, ça fait partie de la préparation. Donc jusqu'au dernier moment, j'étais encore vraiment dans la prépa. Le départ, c'est quand on est arrivé à Cham, quand on s'est retrouvés tous les 3. Là, voilà. Là, on sent ça y est, il va se passer quelque chose. Moi, je suis dans la PTL fin juillet. C'est fin juillet, on a fait 3 jours à Chamonix. Où moi, je concocte un parcours, en connaissant quelques passages, où on allait clairement avoir des situations qu'on pourrait retrouver à la PTL, dont monter au glacier Trian, etc., etc., alors qu'on a autour de nous des alpinistes, mais on allait se retrouver dans cette même situation avec nos petits crampons de coureurs à pied, ou de trailers, ou d'aventuriers très légers, etc. On va là-haut, qui voit aussi ce que ça voulait dire. Et on a le sac type de la PTL, il n'y a plus grand-chose à lui rajouter ou à lui enlever. Là, moi, clairement, préparation terminée, et on est déjà dans la PTL, et il reste 3 semaines avant d'être sur Chamonix. Oui, il devait rester 3 semaines. Ouais. Alors moi, ces 3 semaines-là, parce que j'avais aussi d'autres choses à préparer pour être au départ, mais moi, c'est clairement là où on est tous les 3. Même s'il y a eu une petite journée ou une demi-journée où Thomas était obligé de s'arrêter parce qu'il était malade, c'est un peu la tradition finalement. Vous vous êtes créé comme une famille ou un couple qui va créer son petit vocabulaire compréhensible de lui seul. Vous, votre signe de ralliement, c'est malade, on est malade. Je l'ai remarqué encore aujourd'hui. Le cri caractéristique du vomi. C'est ça. Et je reviens parce que la préparation, c'est aussi ça, c'est aussi le matériel. Et effectivement, le fait d'avoir fait cette reco, c'est pas une reco, mais un stage sur peut-être des portions de la PTL, on savait pas encore. Sur le type de portion qui ressemble à ce qu'on a à la PTL. Et c'était de partir avec le matériel qu'on aurait le jour même, parce que ça te permet de voir, tiens, cette sangle-là, elle est pas bien placée. Ce qui a été le cas. Ce qui a été le cas, exactement. Les derniers réglages, donc. Les derniers réglages. Tiens, le sac, je pensais que je pouvais tout mettre, mais en fait, mon casque, il va pas rentrer dedans, il va falloir que je trouve une façon de le mettre par. Et moi, avec mon niveau d'habitude, je me rends compte que Renaud avait émis une stratégie qui était, mais tout à fait explicite de sa part, et il était tout à fait capable d'expliquer pourquoi il avait cette stratégie. Et moi, avec des éléments autres que son niveau d'expérience à lui, je suis capable de lui apporter. Il fait, ah oui, ok. Il revoit vite la copie pour pas se retrouver. D'amener une perspective qu'il n'avait pas encore. C'est-à-dire que, il utilise une compétence que quelqu'un d'autre a, et quand on se retrouve au glacier de Trian et machin, et qu'on a du temps long
à faire notre matériel. On n'est pas là juste pour 2 heures et repartir. C'est aussi l'occasion de se rendre compte que, ah ouais, tu vois, le sac comme ci, cet intérieur, ce matériel comme ci, comme ça, se change comme ci, etc. Et là, on trouve toutes les stratégies et on optimise. Même Thomas avait trouvé un matériel plus, ah bah, moi, je le connaissais pas, tac. Et là, on a une homogénéité même dans la stratégie de notre sac. Et on sent vraiment que là, c'est pour ça une histoire commune. Ah ouais, vraiment. C'est vraiment commune. Là que j'ai senti que le lien était, c'était fort et c'était fait, quoi. Et d'ailleurs, je pense que sur la prépa des athlètes qu'on accompagne, tu vois, nous, on va avoir tendance à aussi insister sur le matériel avant la course, et c'est quelque chose qui est primordial, et je le répète, et je sais que tu fais pareil. Tester le matériel 2-3 semaines avant, c'est essentiel. Même bien avant. Et combien on en voit qui arrivent tester et se mettre en situation. Le tester en situation. Le tester en situation pour voir quand ça capote et comment tu le répares éventuellement, ou pour rester calme. Et tout à l'heure, tu parlais de le physique qui va vaciller, qui va petit à petit se dégrader. Il y a le seul truc qui doit rester linéaire, c'est la bonne humeur, le calme, la sérénité, quelle que soit la situation qui se présente à nous. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et toi, quand tu es sur ces 3 jours à Chamonix, donc à 1 mois et demi, c'est ça? Non, 3 semaines. 3 semaines. Et quand tu es arrivé sur le glacier, est-ce que tu as un moment de flottement où tu te dis: ah ouais, c'est ça, je m'attendais pas à un tel truc. Attends, est-ce que t'as pas eu un instant de flottement où tu t'es dit: merde, qu'est-ce que je fous là? C'était un peu particulier parce que, si tu veux, comme Steph vient de le dire, moi je me suis absenté parce que j'ai été malade. Donc c'est la première journée. On avance bien toute la matinée, et puis dans l'après-midi, vraiment bien malade. Donc je fais demi-tour, je prends le train, je rentre à Cham, j'étais vraiment au bout. Le lendemain, ça va un peu mieux. Je me dis: tiens les gars, je vais les appeler, je vais dire que je les rejoins. Problème, bon, pas de réseau forcément. Donc je pars tout seul. Je retrouve une trace que je me fais en me disant... Pour rejoindre au refuge Albert Ier. Voilà, pour les rejoindre à Albert Ier. Et donc après... ça allait peut-être coïncider avec nous, notre arrivée à Albert Ier par un chemin et lui par un autre. C'est ça. Et je les rejoins pas. Donc j'attends un peu, je me dis, bon, bah, je vais continuer. Je sais que le point de ce soir, c'est refuge Cabane-Friand. J'y vais. Donc j'ai appréhendé ce glacier tout seul. Pas le glacier, mais la montée, la moraine. Ouais, la montée, exactement. Et donc là, à un moment donné, je me suis dit, tiens, là, je me mets dans l'état d'esprit PTL, en fait. J'ai pas le choix. C'est quoi l'état d'esprit PTL? Je m'adapte. J'ai un terrain que je ne connais pas. Maintenant, j'ai tout un tas de qualités que j'ai développées par mon entraînement, etc. Tout un tas de facteurs que je maîtrise, et celui-ci, je le maîtrise pas. Mais comme je maîtrise tout ce qui est à côté, le reste, mon physique, mon sac, mon matériel, etc., ça va le faire, en fait. Une pose de pied sur un trottoir de Paris, ou une pose de pied, une fois qu'elle tient correctement sur un glacier, c'est qu'une pose de pied. Si on fait abstraction du décor qu'il y a autour, que ce soit un trottoir de Paris ou un glacier, et dont on est à peu près sûr que ça tienne, parce que on suit des traces, un itinéraire prévu, etc., qu'il n'y a pas de raison outre mesure que ça se passe mal, une fois qu'on pose un pied quelque part. Donc, la concentration et l'attention n'est pas portée à ce qui se passe aux environnements. Avant le départ, j'ai dit: attention les gars, on va se retrouver dans des situations où seule l'énergie, l'attention ne doit être portée que sur « je fais quelque chose qui me permet d'avancer ». Est-ce que le fait d'imaginer que si je pose le pied 10 cm à côté de celui-là pourrait me faire tomber, va me permettre d'avancer? Ah non, je ne sais pas du tout à quoi cette idée pourrait aider à avancer. Donc, il refermait rapidement l'entonnoir pour dire: bon, écoute, j'ai préparé des bonnes pattes depuis un certain temps. J'ai le matériel, même de secours, qui est prévu pour aller, parce que j'ai le matériel obligatoire de la PTL, etc. Je mets un pied devant l'autre, et là où je pose le pied, ça pourrait être le trottoir de Paris. Seul ce pied posé me permet d'avancer et de tracter sur cette paroi assez verticale pour arriver à un col où là, quelque part, on était en contrôle. C'est ça, exactement. Et puis après, le passage sur le glacier, top. C'est une belle aventure. En plus, on se rejoint tous les trois. C'est assez fantastique. Ce regroupement tous les trois était un moment assez intense aussi. Et pouvait peut-être diluer ton idée de dire, ouf, pour moi, un breton qui on a dilué parce que moi, j'avais une certaine sûreté de vous dire, attention, vous voyez, regardez ce type de truc, on va pas aller là-dedans, vous voyez bien, on va faire le tour pour assurer notre cheminement jusqu'au refuge qu'on a vu, les conditions étaient bonnes. Donc, ta question de dire, est-ce que là, tu t'es pas demandé si effectivement on n'était pas tombé quelque chose, une marche un peu trop haute, dans mon envie à tout prix de faire la PTL? Non. Alors, sur ces 3 semaines qu'on pourrait attribuer, qu'on pourrait résumer à de la récup finalement, et un petit peaufinage des derniers réglages techniques, à quel moment on retire le costume de athlète en préparation
au moment où on va se dire, maintenant j'enfile mon costume d'athlète et je me concentre uniquement sur ce que j'ai à faire maintenant pour avancer, en faisant abstraction de ce qu'il y a autour, donc comment on se retrouve sous l'arche, sans se faire écraser, symboliquement parlant, par l'arche, et sans se faire écraser par l'événement. Comment on fait ça? Est-ce que vous voulez qu'on en parle dans l'épisode 4? On peut, parce que là, maintenant, on est arrivé, après 2 jours sur Chamonix, avec les commodités de retirer un sac, de faire vérifier un sac assistance, enfin les commodités d'avant un événement, c'est toujours à peu près les mêmes. Donc on peut avancer à « j'ai les pieds sous l'arche ». J'ai les pieds sous l'arche. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qui s'y passe? On est arrivé quand même presque une bonne heure avant. Ah, avant le départ, oui, Ouais, tout à fait. En gros, là, on est 1 heure avant, un petit peu en arrière, hein, pour ceux qui connaissent, place du Triangle, cette petite église et quelques marches. Les équipes arrivent tout doucement, on dépose chacun un énorme sac de 100 litres que l'on pose en tas parce qu'il va rentrer dans un camion et que lui va sillonner les différents points d'assistance, 2 points d'assistance tous les 100 km qui nous permettent de récupérer éventuellement du matériel, etc., etc. Et puis chacun a des gens qu'il connaît, des gens qu'il vient de rencontrer, des gens qui sont curieux, voilà, etc., etc. Et c'est un peu dispersé. Et tout doucement, allez, on va dire à un quart d'heure, 20 minutes du départ, on se retrouve tout doucement à exclure peut-être les gens. On parle de costume, on parle aussi d'entonnoir ensemble. On parle dans l'entonnoir tout doucement. Comment on rentre dans l'entonnoir? Et là, effectivement, on commence à quitter les derniers regards, les dernières attentions pour être véritablement tous les 3 côte à côte. On est à 15 minutes du départ, et là, il y a une forme de magie qui se met en place, effectivement, qu'on parlera dans l'épisode 4. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, pour conclure en beauté, je vous propose que l'on se retrouve dans l'épisode 4. Tout à fait. Sous vos applaudissements. Magnifique.